La Bavière est le plus grand État fédéré d'Allemagne. Situé au sud-est du pays, il s'agit d'un carrefour européen historique. Au fil du temps, la nature a gardé une place prépondérante dans la vie bavaroise, dont l'identité et les traditions ne se sont jamais autant affirmées que ces dernières années. Des cimes des Alpes aux lacs légendaires, nous allons vous emmener à travers cette haute Bavière, où châteaux, églises et monastères célèbrent l'apogée de l'art baroque. La Bavière s'étend en Europe centrale. Elle est traversée par les Alpes d'est en ouest. C'est d'ailleurs au cœur de ces montagnes que nous commençons notre périple, à Garmisch-Partenkirchen. Située à 700 mètres d'altitude, la ville a toujours été une station de sport d'hiver dynamique. Elle a organisé les Jeux Olympiques en 1936. Aujourd'hui, on y dispute régulièrement des épreuves de Coupe du Monde. Allée marchande depuis 700 ans, la Ludwigstrasse est la rue emblématique du village. Aujourd'hui, c'est aussi le témoin d'une époque où l'on décorait les façades pour rendre hommage à la nature et au style de vie bavarois. Dans le centre-ville, comme souvent dans le sud de la Bavière, un magasin propose des Trachten, des costumes traditionnels. Chemisiers fleuris et décolletés pour les dames, culottes en cuir et vestes en loden pour les messieurs. On trouve même un rayon entier inspiré par la chasse. Das Alte Haus, la vieille maison, est l'une des seules de la ville à avoir échappé aux incendies de 1811 et 1865. Garmisch est entouré de superbes montagnes, mais aussi de lacs somptueux. Lebsee, qui n'est pas le plus grand d'entre eux, recouvre pourtant 177 hectares. Il est situé au pied du Zugspitze, à presque 1000 mètres d'altitude. Le nouveau téléphérique, inauguré en décembre 2017, permet d'atteindre le plus haut sommet d'Allemagne en un temps record. Son pylône colossal soutient 3 km de câbles, pour survoler les 2000 mètres de dénivelé en quelques minutes seulement. Gravi pour la première fois en 1820, le Zugspitze s'élève à 2962 mètres. Le glacier du Schneefernerkopf, qui souffre d'année en année du réchauffement climatique, permet encore de skier assez tard dans la saison. À une dizaine de kilomètres dans la vallée, l'abbaye d'Étal, qui date de 1330, est toujours occupée par des moines bénédictins. Autrefois, les religieux étaient protégés par une petite garnison de chevaliers. Cet appui avait un but stratégique. Il s'agissait de surveiller une route importante entre la région du Tyrol et le territoire des Wittelsbach, dont était issu Louis IV de Bavière, le fondateur de l'abbaye. Ravagée par le feu à 3 reprises, l'église a joui de multiples restaurations au XVIIIe siècle, retrouvant ainsi tout son prestige architectural. Peinture et décoration alternent les styles gothique et baroque. Un peu plus à l'ouest, près de la ville de Füssen, se dresse le château de Neuschwanstein. Le roi Louis II de Bavière en a initié la construction sur un éperon rocheux haut de 200 mètres en 1869. Il n'aura toutefois pas le temps d'achever son œuvre. Le seigneur avait l'ambition de reproduire le style des châteaux forts de l'Allemagne médiévale. En 1866, la Bavière s'avouait vaincue lors de la guerre contre une Prusse en pleine expansion. Louis II y perdit sa souveraineté sur l'armée et décida de forger son propre empire, dont les châteaux illustreraient la puissance. Les changements de plans se succédèrent et le palais ne fut habitable qu'à partir de 1884. Âgé d'à peine plus de 100 ans,
le château connaît un tel succès qu'il est actuellement en rénovation approfondie. La mégalomanie exacerbée du roi se révèle dans cette salle du trône hors du commun. Réalisés selon le style byzantin, ces tableaux représentent la légende de Parsifal et du Saint Graal. La position géographique particulière du bâtiment a obligé peintres et artistes à œuvrer dans des conditions délicates. 14 sculpteurs sur bois ont travaillé pendant 4 ans sur la chambre royale. Le résultat est étonnant. De nombreuses pièces, peintures et décorations sont inspirées par le Chevalier de Lohengrin, opéra de Richard Wagner dont le roi était très imprégné. Si Louis II souhaitait reproduire un décor médiéval dans son château, la cuisine était tout de même pourvue des équipements modernes de l'époque. Eau chaude et système de broche à rôtir automatique. En contrebas de Neuschwanstein se trouve le château de Hohenschwangau, entièrement reconstruit par le roi Maximilien II de Bavière en 1833. Lorsqu'il était petit, Louis II y passait régulièrement ses vacances. Un peu plus bas dans la vallée, Füssen est le point de départ incontournable menant à ces fameux châteaux. Son histoire remonte à l'époque romaine. La ville se situe sur l'ancienne Via Claudia Augusta, qui rejoignait Augsbourg dans le nord. Son monastère, fondé au 8e siècle, est doté d'un remarquable intérieur baroque. Dans le centre-ville, l'ancienne caserne de pompiers a été transformée en atelier de lutherie, un savoir-faire local que Pierre Schubert perpétue. On peut considérer que le premier instrument de musique qui ait été construit en Europe l'a été ici, à Füssen. Ensemble, avec un ami en 1982, nous avons repris cette tradition. Cela faisait 147 ans qu'il n'y avait plus eu d'instrument de musique qui ait été fabriqué à Füssen. Pour fabriquer ce violon, j'ai passé environ 200 heures dessus et il coûte 18 000 €. Stefan Fürst, lui, est un professionnel de la rénovation, tandis que son fils Eric finit son apprentissage. Urs Langenbacher occupe l'autre partie de l'atelier. Il est spécialisé dans les guitares, les luths et les mandolines. Je suis en train de fabriquer la mosaïque qui va servir pour la rosace. C'est en assemblant tous ces petits éléments que l'on va obtenir cette mosaïque. Voilà, je suis en train de faire cette marqueterie. Alors ça, c'est une mandoline moderne de concert. Réaliser de tels instruments demande beaucoup de temps, mais les 6 mois à 1 an d'attente n'effraient pas les concertistes et musiciens avisés. L'adresse est aussi connue des amateurs exigeants. Ça, c'est un luth typique de l'époque Renaissance. Les luths existaient déjà au XVe siècle. Notre route se poursuit maintenant à l'ouest de la région, sur les rives du lac de Constance. Prononcé Bodensee en allemand, il est logé dans les contreforts des Alpes, à cheval sur 3 pays, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. La partie allemande est la plus grande et abrite Lindau, une petite île de 70 hectares. Le cœur historique recèle d'anciennes demeures. Dès l'âge de bronze,
des villages de pêcheurs sur pilotis occupaient le littoral. Après une histoire mouvementée et des années d'appartenance à l'Empire autrichien, l'îlot est finalement redevenu bavarois en 1955. Lindau est aujourd'hui un pôle touristique important qui accueille tous les bateaux naviguant sur le lac. Nous restons dans les Alpes bavaroises, à l'est cette fois-ci, pour visiter à la frontière autrichienne l'un des plus beaux lacs de Bavière, le Königssee. Sanctuaire perché à 700 mètres d'altitude en aval de Berchtesgaden, la navigation de tout engin à moteur y est interdite depuis 1909. Les bateaux qui promènent les visiteurs fonctionnent à propulsion électrique. L'eau est d'une grande pureté et tout à fait potable. Sur la presqu'île d'Irschau, l'église Saint-Bartholomé héberge un pèlerinage catholique qui a lieu chaque année en août, Saint-Barthélemy étant le saint patron des agriculteurs et des producteurs. Voisine du sanctuaire, une simple maison de pêcheurs et sa poissonnerie. Long de 7,5 km, le Königssee est alimenté par des sources souterraines venues de la montagne et demeure le plus froid des lacs bavarois. Sa température reste très fraîche, même l'été. Berchtesgaden est une des plus grandes stations bavaroises, nichée à 700 mètres d'altitude. Du centre de la ville, on aperçoit le mont Watzmann, 3e sommet d'Allemagne qui domine la vallée. Le château de Berchtesgaden abrite les murs de l'ancienne abbaye de chanoines Saint-Augustin. Sur le massif du quai Stein, Adolf Hitler possédait une résidence secondaire. Le Berghof était entouré de tout un réseau de bunkers que les Alliés surnommaient le Nid d'Aigle. Revenons au cœur de la cité dont la maison Hennier est une institution. On y vient se faire tailler une culotte en cuir sur mesure dans la plus pure tradition bavaroise. Engelbert travaille avec son fils après avoir lui-même repris l'activité de son père. Oui, ce sont des culottes en cuir faites à partir du cuir de cerf d'ici. Je les fais affiner dans des tanneries en Autriche. Ensuite, nous les découpons et tout est fait sur mesure ici. Nos clients, lorsqu'ils passent une commande, doivent malheureusement attendre presque 2 ans avant d'avoir leurs produits. Tout est fait à la main. Ici, ce n'est pas une usine, ce qui explique un temps de livraison aussi long. Ouais, la tradition est encore forte ici en Bavière. On porte la culotte en cuir. Toutes les broderies sont cousues à la main, un ouvrage qui demande beaucoup de minutie. Tout dépend du nombre de coutures et de broderies, mais la durée moyenne de fabrication d'une culotte en cuir se situe entre 25 et 60 heures de travail. Et le prix lui varie entre 1 000 et 3 000 euros. Vient ensuite le choix des bretelles, elles-mêmes richement décorées. À Munich, par exemple, on porte de préférence une culotte avec des ornements jaunes. Ici, à Berchtesgaden, on est plutôt dans les verts clairs et les verts foncés. Et voilà, et là, c'est encore une autre forme de broderie que l'on porte plus volontiers en Autriche.
Plus bas dans la vallée, voici maintenant une des innombrables brasseries artisanales qui fourmillent en Bavière. À Bad Reichenhall, l'espace d'accueil renvoie une ambiance chaleureuse. Les cuves de fermentation se trouvent dans le bâtiment attenant. Elles datent du siècle dernier et ont été simplement mises aux normes. L'avoine est cultivée dans les environs, mais c'est surtout l'eau de source venant de la montagne qui donne toute sa saveur à la bière. Notre maison fêtera l'an prochain ses 525 ans d'existence. Et nous sommes très fiers d'avoir pu maintenir la tradition aussi longtemps. Régulièrement récompensé dans les concours, l'établissement produit 19 variétés de bières. Élément essentiel de toute brasserie bavaroise, le Biergarten est une terrasse ou un jardin où l'on vient savourer une bière en profitant de l'air frais. Nous brassons 19 types de bières différentes. Elles sont toutes d'un niveau de qualité élevé. Nous sommes chaque année récompensés par la médaille d'or, par la Lebensmittelgesellschaft. À quelques kilomètres plus au sud, le lac Chiemsee offre un décor de rêve avec pour toile de fond le massif des Alpes. Rien d'étonnant à ce que l'insatiable Louis II de Bavière ait donc choisi une de ces îles pour ériger l'un de ses nombreux palais. Au large de Priene, l'île de Aeren, littéralement l'île aux hommes, hébergeait autrefois un monastère. Les bâtisses qu'on y trouve aujourd'hui ont été construites sur d'anciennes fondations médiévales entre 1645 et 1730. Le château de Aeren-Chiemsee a lui aussi été construit pour Louis II de Bavière à partir de 1878. L'histoire rapporte que cette copie du château de Versailles fut bâtie en hommage à l'idole du monarque bavarois, le roi Soleil, Louis XIV. Le palais n'avait d'ailleurs aucune fonction officielle. En dépit d'un coût exorbitant, Louis II n'y a séjourné en tout et pour tout que 10 jours. Face au village de Gstaad, la Frauinsel, ou l'île aux dames, renvoie un charme indéniable. Ce havre de paix vit dans le calme d'un couvent et du quotidien tranquille de pêcheurs. Le cloître bénédictin a été fondé en 782. S'il a connu son âge d'or entre les 11e et 15e siècles, une trentaine de religieuses y vivent encore aujourd'hui, à l'écart du monde. « 300 personnes environ peuplent cette île de 300 mètres de large pour 600 mètres de long. Les pêcheurs attrapent brochets et perches en quantité. Ils rapportent aussi quelques anguilles qui le fumeront à quai. Victime de son succès, l'île perd toute quiétude en été lorsque les touristes viennent la découvrir. Les habitants ne rêvent alors qu'une chose, que leur bateau tombe en panne. En remontant vers le nord, nous découvrons le Tegernsee, un autre des grands lacs bavarois, situé à 50 km de Munich. Long de 6,5 km, il est alimenté par les cours d'eau venant des montagnes environnantes. On y navigue à petite vitesse sur de vieux bateaux comme ce Mercedes, parfaitement entretenu, une véritable pièce de musée. Dans la plus ancienne ville du lac, qui porte le même nom, l'abbaye de Tegernsee, fondée au 8e siècle, abritait jusqu'en 1803 la plus importante communauté bénédictine de Bavière. Le lac est très riche en poissons, truites dorées, carpes, impossible de tous les citer. Sur la berge opposée, d'anciennes fermes ont été restaurées en résidences secondaires très prisées. Chaque soir, c'est le même rituel. Les habitants se réunissent pour savourer un concert de Blasmusik, un répertoire traditionnel bavarois.
En juin, on profite des beaux jours et des longues soirées lors de festivités estivales. Le ski club de Bad Wiessee organise ce soir une Waldfest, une fête champêtre au pied des pistes. L'orchestre local est à l'honneur, la tenue traditionnelle de rigueur. Familles et amis s'y retrouvent pour boire une bière, tout en partageant des Weisswurst, d'appétissantes saucisses blanches. Le bénéfice de la soirée alimentera les caisses du club qui forment de jeunes skieurs. Plus bas, le lac a retrouvé son calme. Bad Wiessee est connu pour les arrière-cours de ses beaux chalets. Celle de Toni Fischer-Weber dissimule une petite distillerie très réputée dans la région. Elle produit de l'Edelbrandt, une eau de vie de grande qualité. Toni a su développer cette petite entreprise familiale qui distillait autrefois dans la cave de la maison. Alors la vendange fermentée, va être placée dans la machine. On remplit le brûleur, on chauffe l'eau dans un bain-marie, et ensuite le mélange d'eau et d'alcool va monter dans la cloche au-dessus, qui va passer par le tuyau pour aller dans la colonne. Dans la colonne, il y a 3 fonds de cloche, et seuls les meilleurs parfums et alcools trouveront le chemin pour accéder à la prochaine cloche. Ça monte donc vers le haut, passe de l'autre côté, ça descend ensuite dans le refroidisseur, et le distillat sort ensuite par ici. On verse le distillat de pomme obtenu dans un tonneau en bois, et là en l'occurrence nous avions un tonneau de châtaignier. Alors voilà, c'est de la pomme dans un tonneau de châtaignier. Oui, toutes les pommes viennent des environs. Pour une grande partie, elles proviennent de nos champs, ou sinon de nos voisins assez proches. Nachbarschaft anliefert. Sur les hauteurs du lac, à Wildbad-Kreuss, Alex Widerman élève des truites au goût fumé qui font sa renommée. Là, nous commençons à fumer des truites saumonées et des ombles chevaliers. Ce sont les poissons que nos clients préfèrent le plus. Et ils sont très demandés. Là, ce sont des truites saumonées. Ces truites arc-en-ciel, elles ont été nourries un peu plus longtemps. Et c'est pour cette raison qu'elles sont plus grandes que les truites que nous connaissons habituellement. Elles possèdent une chair rosée que l'on obtient parce que nous leur donnons à manger. Nous pouvons dire que c'est un poisson que l'on retrouve typiquement dans les régions préalpines d'Allemagne. Une fois que l'on a accroché les poissons, on allume un feu de bois et le fumage dure alors entre 2 heures et 3 heures. À l'opposé du Tegernsee, les vallées du Valberg sont dédiées au fermage et à l'agriculture, ce qui n'empêche pas d'en dévaler les pentes à ski en hiver. Martin Wissner s'est installé dans cette ancienne ferme. Ce jeune talent de 33 ans seulement est chapelier,
un métier qu'il a appris dès son plus jeune âge auprès de grands spécialistes en Allemagne et en Autriche. Aujourd'hui, on fait la queue chez lui pour obtenir un authentique chapeau bavarois sur mesure. Voilà comment se présente la matière première que nous recevons. C'est entièrement en poil de lapin et c'est avec ça que nous réalisons nos chapeaux bavarois. Il faut environ 12 lapins pour obtenir un chapeau de taille moyenne. On étire notre base sur un moule en bois. Les bords sont repassés à plat. On voit ici le tour de tête. Le plus important, c'est que le chapeau adhère bien tout autour du gabarit en bois, de manière à obtenir la bonne taille du tour de tête. Vous voyez ici, par exemple, il s'agit d'une taille 60. Voilà un chapeau traditionnel en lapin, et ça, c'est un chapeau de paille. C'est la même forme pour les deux modèles, et ici, en Bavière, on le porte un peu penché. On porte le chapeau en paille dans nos vallées pour des fêtes champêtres ou encore lorsque le soleil brille. Parce qu'il est très léger, c'est de la paille de riz. Celui-ci, on s'en sert plus en cas de mauvais temps ou pour aller à la chasse. Ça marche bien aussi. Ça, c'est le chapeau typique bavarois avec un verre caractéristique. Celui-ci, nous le portons lorsqu'il y a du soleil ou à l'occasion de fêtes. Porter le chapeau est une tradition encore fortement ancrée. Quel que soit l'âge, chaque génération en porte un. Ouais, ici, nous avons encore beaucoup de traditions. Prenons maintenant la route vers l'est de la Bavière pour rejoindre Passau, près des frontières autrichiennes et tchèques. Surnommée la ville aux trois rivières, elle est située au confluent du Danube, de l'Inn et de l'Ilz. Passau n'est devenue bavaroise qu'en 1803. Des princes-évêques gouvernaient auparavant cette principauté indépendante, régnant sur un diocèse immense, comprenant toute la vallée du Danube jusqu'à Vienne. S'il fait bon flâner en été sur les berges du fleuve, l'hiver peut facilement tourner au cauchemar. La fonte des neiges cumulées aux fortes pluies inonde régulièrement les riverains. En plein centre-ville, cette jauge rappelle les hauteurs impressionnantes des crues de 1301 et de 2013. En 1661, la ville fut ravagée par un incendie, puis reconstruite en style baroque, ce dont témoignent la mairie et les immeubles alentours. La cathédrale Saint-Étienne de Passau fut érigée en 1693, en symbole de la puissance de l'évêché et de ses princes. Édifiée elle aussi selon l'art baroque, elle a été peinte par des artistes italiens de l'école génoise. La nef est très vaste, richement décorée de fresques et de stucs. La cathédrale renferme le plus grand orgue d'Europe, une fierté pour la ville. Conçu en 1928 et doté de 208 registres contrôlables depuis le clavier, l'instrument est en tout point remarquable. Brigitte Fours, l'organiste, donne souvent des concerts pour les visiteurs de la cathédrale, qui doit parfois refuser du monde. Il y a en fait 5 orgues. Ici, l'orgue principal, là-bas, l'orgue français. Là, c'est l'orgue de l'épître, italien.
À gauche, dans le presbytère, nous avons l'orgue de chœur et dans le plafond, l'orgue dit de l'écho. Passau se distingue aussi par ses brasseries artisanales, dont la spécialité est bien particulière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous avons une spécialité ici, qui fait partie de nos traditions. C'est la bière Zwittel. C'est une bière qui n'est pas filtrée. On l'appelle aussi bière de cave, car elle est entreposée dans une cave. C'est ma bière préférée. Sur la pointe de l'île qui sépare le Danube de Lynn, on aperçoit la citadelle West-Oberhaus. Cet ancien château fort des princes-évêques fut bâti en 1219 puis rénové et transformé au fil des siècles. La force du pouvoir prenant le pas sur la foi religieuse, les seigneurs estimaient mériter d'être dignement logés pour gouverner la ville. Longeons maintenant la frontière de la Tchéquie pour entrer dans le parc national de la forêt bavaroise qui s'étend sur plus de 24 000 hectares. Avec ses 1300 mètres de passerelle, le sentier des cimes est le plus long du monde. Les visiteurs s'y promènent jusqu'à 25 mètres au-dessus du sol, profitant d'une perspective à couper le souffle au milieu des arbres. La tour, qui culmine à 44 mètres de haut, a été conçue pour être accessible par tous, grâce à une passerelle à déclivité progressive. Le parcours permet de découvrir d'un autre œil cette forêt de moyenne altitude, l'une des deux plus grandes du continent. Ces bois immenses abritent une réserve très vaste où nous découvrons les animaux qui peuplaient jadis ces lieux, comme les bisons d'Europe. Voici une superbe famille de lynx, un félin qui avait disparu du parc, mais y a été réintroduit en 1990 avec succès. À l'état sauvage, le lynx s'est en effet reproduit. Toutefois, Allemands et Tchèques demeurent très vigilants. Victime du braconnage et d'un habitat morcelé, l'espèce est encore menacée. Cette triste réalité s'applique également pour la chouette de Tengmalm, dont la survie reste précaire. Plus au nord, le Danube s'épanche parfois vers les champs, dont les cultures profitent de terres riches en alluvions. En approchant de Regensburg, on retrouve la famille des Louis de Bavière. Mais c'est cette fois pour nous pencher sur Louis Ier, lui aussi grand bâtisseur. Il fit construire entre 1830 et 1842 le Valhalla, un temple néo-dorique en marbre établi à Donaustauf. Le roi souhaitait en faire un mémorial des hommes et des femmes qui avaient illustré la civilisation allemande. Regensburg, appelée aussi Ratisbonne en français, est une des plus anciennes villes d'Allemagne. La région du Danube où elle est née est habitée depuis l'âge de pierre. De nombreuses fouilles archéologiques ont permis d'en découvrir les origines ancestrales. Des tombes celtes datant de 400 avant Jésus-Christ furent par ailleurs déterrées au début de l'année 2006, non loin des murs de l'ancien camp romain. À l'époque mérovingienne, Ratisbonne était une cité de première importance pour le duché bavarois, dont elle fut la résidence des premiers seigneurs. Son rôle était alors crucial dans les échanges commerciaux entre l'Italie, la Bohême, la Russie et Byzance. La cathédrale de la ville date de 1273, mais les flèches des tours extérieures n'ont été ajoutées qu'ultérieurement. L'édifice est pourvu d'une des plus vastes collections de verrières médiévales du pays.
le quartier historique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après l'invasion napoléonienne, la ville connut un nouvel essor. La construction du port permit notamment d'exploiter le pétrole venant de Roumanie. Ratisbonne recèle de lieux inattendus, comme cette chapelle carolingienne transformée et superbement décorée au XVIIIe siècle. Durant les années 1930, de nombreuses personnes se sont réunies autour du maire Otto Hipp pour s'opposer au Parti national-socialiste, le parti nazi. Hipp fut destitué dès 1933, ses alliés déportés ou exécutés. Le Wurstkuchel est vieux de 500 ans. Il est considéré comme le premier restaurant de vente à emporter en Europe. On y propose toujours des saucisses grillées posées sur un lit de choucroute, relevées d'une moutarde légendaire et bien sûr accompagnées d'une bière. À proximité de Ratisbonne, le hall de la libération de Kelheim est encore un témoignage surprenant de l'esprit de Louis Ier de Bavière. Imposant et dominant le Danube, il fut construit pour célébrer les victoires sur les armées françaises pendant la campagne de Napoléon. Aux abords de la ville, le fleuve emprunte un parcours spectaculaire et sauvage. Des moines venus de Bourgogne et d'Écosse en l'an 600 fondèrent sur ses rives l'abbaye de Weltenbourg, qui demeure aujourd'hui le plus vieux monastère de Bavière. En poursuivant notre périple vers le nord-ouest de la région, nous atteignons le Jura bavarois. Le relief y est plus marqué que dans les vallées du Danube et regorge de vastes plateaux dédiés à la culture. Au village de Ilshofen, les fermes se raréfient. Difficile de trouver successeurs quand les exploitations ne sont plus rentables. La famille Meyer a pourtant repris la ferme familiale pour la transformer en hôtel. Elle propose une cuisine de terroir de qualité qui attire les citadins friands de découvrir la vie à la campagne. Tous les produits mijotés proviennent des champs du voisinage. Les Meyer ont même installé un cinéma en plein air qui projette en continu le spectacle de la forêt et des prés environnants. Tout près de là, Neumarkt, une des grandes villes du Haut-Palatinat, est le point de départ du canal Rhin-Main-Danube. La cité fut l'une des premières à adopter le protestantisme. Elle est également connue pour avoir souffert de nombreuses vagues de bombardements destructeurs lors de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, le cœur de la ville a pu être en partie restauré. Cette ancienne ville rurale a d'ores et déjà vécu les profondes mutations que connaissent encore aujourd'hui les campagnes. Norbert Wittmann est charcutier de père en fils et l'un des plus ardents défenseurs de la tradition et du terroir. C'est un spécialiste de la Weisswurst, la saucisse blanche. Sa passion va loin. Il a fondé une académie de la Weisswurst où il donne des cours de préparation culinaire. Que ce soit pour le musée de la Weisswurst ou pour l'académie, nous sommes très sensibilisés à ce qui se passe dans la région, aussi bien en Bavière qu'en Allemagne. À la disparition de nombreuses charcuteries, mais aussi de boulangeries, qui faisaient partie de notre culture et de notre tradition.
Juste en Bavière, il y avait par le passé 14 000 charcuteries. Aujourd'hui, il n'en reste à peine 3 000. Et par an, on peut considérer que l'on en perd 150. Et je pense qu'on doit s'en préoccuper. C'est une grande partie de notre culture qui s'échappe. Il est de notre devoir de préserver ce savoir-faire et ce patrimoine. La technique de fabrication de la Weisswurst s'est transmise de génération en génération. Alors, on commence par mettre de la viande de veau. C'est composé en majorité de veau. Ensuite, on ajoute du lard pour le goût. Le lard est très important. La composition est d'environ de 50% de viande de veau, d'environ 25% de lard de cochon et 25% de la glace pilée. La glace peut paraître étonnante, mais sans elle, la viande cuirait à la chaleur dégagée par la rotation de la machine. Oignons, herbes et épices viennent s'ajouter à la préparation. C'est la marque de fabrique de la maison. De l'intestin de porc est ensuite utilisé pour la mise en forme finale. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les faire cuire. Alors ça va durer 25 minutes dans une eau à 270 degrés. Les saucisses rejoindront directement le présentoir du magasin attenant à l'atelier. Dans le restaurant qui fait partie de la même maison, on propose une recette originale à base de Weisswurst, composée de légumes, d'oignons, de bretzel frits et de pommes de terre. Le plat sera arrosé d'une moutarde légèrement sucrée, spécialement conçue pour accompagner la saucisse. Au sommet, un œuf vient achever cette composition savoureuse. Après avoir longé les magnifiques paysages du Danube vers le sud, nous explorons une nouvelle abbaye bénédictine. Lorsqu'elle fut bâtie en 1129, les environs étaient à peine peuplés. Au siècle dernier, l'abbaye de Plankstetten se consacrait surtout à l'enseignement. Depuis, l'internat a fermé et les moines ont dû trouver d'autres ressources pour vivre. Dans l'église abbatiale, plusieurs époques se chevauchent du gothique au baroque. Au XVIIe siècle, d'importants travaux furent entrepris pour relancer l'activité de l'abbaye, qui avait souffert des guerres et d'une gestion hasardeuse. Aujourd'hui, les moines cultivent la terre et produisent de la bière et du fromage biologique. La qualité de leur travail leur a permis d'ouvrir un magasin entièrement bio, très prisé dans la région, qui participe à l'équilibre de leur budget. Riches d'un canal et d'un fleuve, les habitants de la région ont très vite développé d'ingénieux moulins à eau pour produire leur propre électricité. À Dietfurt, la famille Ringnas utilise l'énergie hydraulique depuis 1897. Elle a en effet mis au point un astucieux système de turbine qui alimente en électricité une roue à moudre. Seul moulin encore en activité de la province, il ne sert aujourd'hui qu'à témoigner auprès des visiteurs d'une époque révolue. À l'étage, on a ainsi regroupé différentes machines servant à broyer le grain grâce au moulin à eau.
Nous voici maintenant à Munich, capitale de la Bavière et troisième plus grande ville d'Allemagne. Ses façades ocre, ses églises et ses murs couleur pastel créent un curieux mélange qui donne à la cité des allures italiennes et la réputation d'une des plus belles villes du pays. Le centre est à lui seul un concentré d'histoire. Louis Ier de Bavière en avait d'ailleurs développé les activités artistiques et culturelles. Si les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas épargné les bâtiments historiques, la plupart ont été restaurés avec soin. La ville compte de nombreux musées très renommés en Europe, mais sa périphérie n'est pas en reste. Pôle industriel de premier plan, c'est le siège de grands constructeurs automobiles et aéronautiques. Dans le cœur urbain, les espaces piétons abondent et permettent de circuler sereinement, comme sur la place de l'Opéra. Les rues sont aérées. Munich a été conçu selon le tracé de larges avenues. La Marienplatz est devenue une étape incontournable pour les touristes. On y admire les curiosités locales, notamment le Glockenspiel, le carillon de la façade du nouvel hôtel de ville qui date du début du XXe siècle. À 11h et à 17h, le spectacle s'anime, représentant tour à tour un mariage royal et un tournoi médiéval. L'événement le plus emblématique de la ville reste l'Oktoberfest, plus connu en France sous le nom de Fête de la bière, qui a lieu chaque automne. Les locaux, eux, l'appellent Die Wiese, en référence à l'immense prairie où elle se déroule. Dès le milieu de l'après-midi, c'est un flot ininterrompu de visiteurs qui affluent des trains et des métros, souvent en tenue traditionnelle. Sur la douzaine de jours que dure l'événement, entre 6,5 millions et 7 millions de personnes auront foulé le Theresienwiese, la place accueillant le festival. C'est la tradition. Ouais, c'est la meilleure période de l'année. C'est la joie de vivre, c'est tout simple. De nombreux voyageurs étrangers se rendent aux festivités. Certains tour opérateurs n'hésitent d'ailleurs pas à leur proposer des costumes folkloriques. Un œil exercé distingue rapidement le déguisement de l'authentique. Afin de préserver l'ambiance familiale de la foire, de multiples manèges ont été ajoutés, si bien que l'Oktoberfest est aujourd'hui considéré comme la plus grande fête foraine au monde. Toutes les grandes brasseries munichoises occupent un pavillon pouvant contenir près de 10 000 personnes. À chaque tente, son orchestre, que l'on appelle Kapelle, qui enchaîne les airs traditionnels ponctués de refrains invitant à trinquer. Ces fanfares donnent le rythme de la fête. Les participants attendent que l'ambiance monte pour grimper sur les tables, chanter et danser. Signe d'une soirée réussie. D'une tente à l'autre, la bière s'accompagne à minima de bretzel, au mieux d'un plat élaboré. Tout dépend du standing du lieu. Je crois que l'objectif initial de l'Oktoberfest était de vider les tonneaux de bière ancienne. C'est devenu, au fil du temps, une fête où tout le monde se retrouve pour faire la fête ensemble. Boire, s'amuser, avec de la musique. Voilà ce qu'est devenue la fête de la bière.
Les bières sont servies dans des chopes d'1 litre que l'on appelle masses, et impossible d'en commander de plus petites. Les gens travaillant sur place livrent une vraie performance physique. Au kilomètre parcouru depuis le début de la matinée s'ajoute la difficulté de se frayer un chemin entre les tables, tout en portant des chopes si lourdes. Ici, la norme, c'est 1 litre. Ça a toujours été 1 litre dans une chope. Le principe quand on sert une bière, c'est de se servir du gaz pour faire monter la mousse par en dessous. Et là, comme ça, au-dessus, c'est parfait. C'est sur ces réjouissances que nous quittons une des régions les plus emblématiques d'Europe, dont la générosité du patrimoine historique et culturel, tout comme les traditions solidement ancrées, sont une invitation permanente à la découverte.